Plus le cercle se restreignait autour de nous, plus l'armure se fendait, laissant apparaître l'homme derrière la légende. C'est dans ce huis clos intime qu'il redevenait véritablement lui-même. Johnny Hallyday a été mon phare dans la tempête, me tendant une main inespérée en 1998. Mais cette nostalgie vibrante évoquée avec des trémolos dans la voix ne représente que la partie visible d'une histoire bien plus complexe. Car en cette année 2026, du haut de ses 66 ans, Patrick Bruel a pris une décision radicale, une résolution sans retour possible. Le temps du silence est révolu. Lui qui fut l'un des piliers, l'un des confidents les plus secrets du taulier pendant plus de 2 décennies, s'apprête à briser l'omerta. Il lève enfin le voile sans filtre ni tabou sur la véritable nature de ces liens souvent caricaturés ou mal interprétés avec la veuve du rocker Laetitia Hallyday. Ce qu'il s'apprête à divulguer va bien au-delà de tout ce que la presse à scandale et l'imaginaire collectif ont pu fantasmer durant toutes ces années d'incertitude. Pendant une éternité, les rumeurs les plus folles ont saturé l'espace médiatique, alimentant une atmosphère toxique faite de non-dits, d'accusations à demi-mot et de suspicions tenaces au sein du show-business. Mais aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné et les masques sont sur le point de tomber définitivement. Le rôle crucial que Patrick a joué dans l'ombre pour soutenir Laetitia, les raisons impérieuses de sa discrétion quasi militaire et surtout son avis tranché sur la guerre d'héritage qui a fait imploser le clan Hallyday, vont être exposés au grand jour. Accrochez-vous, car cette saga familiale et amicale se révèle infiniment plus tortueuse, plus dramatique et surtout plus humaine que le récit lisse qu'on nous vend. Ce que vous allez découvrir est à des années-lumière de la version officielle aseptisée qui vous a été servie jusqu'ici par les communicants. Pour appréhender la profondeur des liens indéfectibles qui unissent Patrick Bruel à la galaxie Hallyday, il est impératif de remonter le fil du temps, de revenir à la genèse de leur histoire commune. Tout commence véritablement en 1984 dans l'ambiance électrique et surchauffée des coulisses du mythique Zénith de Paris. À cette époque, Patrick n'est qu'un jeune artiste de 25 ans pétri de doutes et cherchant encore sa place dans la jungle musicale. Il vient tout juste de sortir un premier 45 tours intitulé Vide, qui par une cruelle ironie du sort porte terriblement bien son nom, tant il est passé inaperçu auprès du grand public. C'est un échec cuisant, un flop monumental qui mine ses espoirs de carrière. Ce soir-là, il erre dans les loges invité par Monique Le Marcis, la redoutable et influente patronne de la musique sur RTL. C'est là, au détour d'un couloir sombre, que son destin bascule, lorsqu'il croise pour la toute première fois le regard bleu acier, presque hypnotique du taulier. Johnny plante ses yeux dans les siens avec une intensité foudroyante et lui assène une prophétie qui allait redéfinir toute son existence d'artiste. « Toi, tu as du talent petit, tu iras loin, très loin. » Pour le jeune Patrick, recevoir une telle onction, entendre ces mots sacrés venant de la bouche de l'idole absolue de la France, c'est comme recevoir une décharge électrique en plein cœur. Il ne soupçonnait même pas que le grand Johnny connaissait son existence ou avait écouté ses maquettes. Ce lien qui naît cette nuit-là dépasse largement la simple courtoisie entre collègues. C'est l'aube d'une fraternité virile et artistique qui va traverser les époques et s'étendre sur plus de 3 décennies de passion commune. Au fil des années, leurs routes ne cessent de se croiser des plateaux de télévision scintillants aux fins de soirées embrumées dans les clubs privés de la capitale. Mais c'est véritablement en 1998 que cette complicité atteint son sommet, son apogée légendaire. Johnny prépare alors son coup de maître, le Stade de France. Le 4 septembre, sous un déluge apocalyptique qui confère à l'événement une dimension quasi biblique, Johnny devient le premier chanteur français à dompter cette arène de gladiateurs modernes. Et dans un élan de générosité impériale dont il avait le secret, il prend tout le monde de court. Par une initiative royale, il invite Patrick à monter sur scène avec lui. Pour Bruel, qui traverse à ce moment précis une zone de turbulence professionnelle et s'interroge sur son avenir artistique, cette invitation est une bouée de sauvetage inespérée. Sur cette scène titanesque, face à une marée humaine en transe sous la pluie, il ressent l'énergie brute de Johnny le traverser, de part en part, comme une transfusion de charisme.
C'est un moment de grâce absolue. Dès le lendemain matin, quelque chose s'est débloqué dans son esprit. Un verrou psychologique a sauté. Galvanisé par cette expérience, il fonce en studio pour peaufiner l'album Juste avant, qui sortira l'année suivante et propulsera sa carrière vers des sommets vertigineux. Johnny ne s'est pas contenté de l'inviter à chanter un duo. Il a littéralement soufflé sur les braises mourantes de sa confiance pour en raviver le brasier. Cependant, ne soyons pas dupes. Comme dans toute relation passionnelle et intense, derrière cette façade de camaraderie idyllique se cachaient des zones d'ombre. Il existait des frictions souterraines, des petites jalousies et des crispations d'ego que le grand public a longtemps ignorées, préférant la légende à la réalité. C'est Patrick Balkany, un proche historique du clan Halliday, qui a jeté un pavé dans la mare dans son livre « Laetitia, la vraie histoire », rapportant des propos cinglants du rocker. Il apparaîtrait qu'après certains de leurs duos enflammés, Johnny, en regagnant l'intimité de sa loge, n'était pas toujours d'humeur festive, bien au contraire. Loin des caméras et des sourires de façade, il laissait exploser son agacement auprès de son cercle rapproché avec une franchise brutale. « Je ne le réinviterai plus jamais, c'est terminé. C'est toujours la même rengaine avec lui. Il pousse, il force sur la voix pour m'écraser. Moi, je dois tenir 2h30 de show titanesque, alors que lui, il débarque frais comme un gardon pour une seule chanson et tente de me voler la vedette. » Johnny était persuadé que Bruel le faisait sciemment. Pour lui, ce n'était pas de l'enthousiasme, mais une manœuvre calculée, un manque de respect flagrant pour lui faire de l'ombre. Pour un artiste de la trempe de Johnny, habitué à régner sans partage, tel un monarque absolu sur sa scène, voir un autre tenter de rivaliser dans les aigus sur son propre territoire était un crime de lèse-majesté. C'était l'orgueil du lion blessé qui rugissait, ne supportant pas qu'un autre mâle alpha vienne piétiner ses plates-bandes vocales. Pourtant, la véritable élégance de cette histoire réside dans le fait que Patrick n'en a probablement jamais rien su, ou s'il le savait, il a eu la classe immense de ne jamais le montrer. Il a choisi délibérément de ne conserver que la lumière éblouissante de leur amitié, laissant les ombres de l'ego se dissoudre dans l'oubli. Une preuve supplémentaire que dans ce milieu de requins, la véritable amitié se mesure aussi à ce que l'on choisit de taire pour préserver la mémoire des géants. Voilà le secret d'une relation qui, malgré les orages et les non-dits, reste gravée dans le marbre de la chanson française. Malgré les ragots incessants et les mauvaises langues qui prédisaient le pire en coulisses, leur fraternité a résisté à toutes les tempêtes jusqu'au dernier souffle du taulier. C'est au cours de l'année 2015 que l'interprète de Casser la voix prend une décision radicale, un tournant qui va définitivement lier son existence à celle de l'idole. Soit par un hasard extraordinaire, soit guidé par une intuition fraternelle, il décide de s'expatrier et de poser ses valises sous le soleil de la Cité des Anges. Il jette son dévolu sur une somptueuse propriété nichée au cœur de Pacific Palisades, s'installant littéralement à 2 pas du fief de Johnny et Laetitia. Ce coin huppé de Los Angeles, véritable havre de paix prisé par le gratin du cinéma mondial, se transforme alors en un terrain de jeu privilégié pour leur amitié. Désormais voisins presque immédiats, les 2 hommes entament une relation quotidienne, bien loin du strass des paillettes et du cirque médiatique habituel. Fini les tapis rouges, place à la vraie vie, des bouffes à la bonne franquette, des virées mythiques, en Harley, sur la Highway 1, loin de la folie des paparazzis parisiens. C'est précisément durant cette parenthèse enchantée californienne que le lien se renforce d'une manière inattendue, car Patrick découvre enfin qui se cache derrière les lunettes noires et le mythe national accédant à l'âme véritable de Jean-Philippe Smet. Il ne côtoie plus la bête de scène en cuir, mais un homme vulnérable, conscient que son corps l'abandonne peu à peu et que le poids des ans se fait cruellement sentir. Comme Bruel le révélera avec émotion bien plus tard, ces moments étaient d'une intensité rare. Il évoquera une aventure humaine bouleversante, tissée de souvenirs impérissables, depuis leur premier regard, échangés jusqu'à cet ultime déjeuner qui résonne encore. Ce fameux repas qui a lieu au printemps 2017 sonne le glas de l'insouciance. Johnny convoque son pote dans un resto américain pur jus.
Ils s'installent pour un de ces dîners décontractés qu'ils adoraient, mais très vite une atmosphère pesante presque palpable s'installe autour de la table. L'air devient lourd électrique, et soudain, entre deux phrases banales sur le quotidien, le boss lâche la bombe sans le moindre avertissement. Il annonce qu'il a un cancer. Patrick encaisse le coup comme un direct au visage totalement sonné, alors que le monde semble s'arrêter de tourner. Son ami, ce colosse que la France entière imaginait immortel, une force de la nature, est en train de flancher, touché par un mal impitoyable. Mais même au bord du précipice, Johnny conserve cette classe folle et cette pudeur légendaire, tentant par une pirouette de dissiper l'angoisse qui vient de s'abattre sur eux. Il hèle le serveur avec cet accent américain exagéré et traînant une imitation qu'il adorait faire pour détendre l'atmosphère et amuser la galerie. « Mister, bring us a bottle of water, please » lance-t-il, jouant la comédie pour masquer la tragédie qui se joue. Il réclame de l'eau comme on demanderait une absolution, comme si ce liquide cristallin pouvait rincer la noirceur de l'annonce et faire disparaître cette réalité cauchemardesque. Ce soir-là, en reprenant le volant vers sa villa, Patrick a l'estomac noué et l'âme en miettes, dévasté par ce secret trop lourd à porter. Il comprend avec une lucidité qui le terrifie que c'est le début de la fin pour le monument national qu'il aime tant. Les mois suivants s'égrènent comme un compte à rebours insupportable, marqué par une lente agonie dissimulée aux yeux du public. Le rocker se bat comme un lion puisant une énergie surhumaine pour monter sur scène avec les vieilles canailles, épaulé par ses frères d'armes, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Devant les foules, il assure le show et rugit encore, mais pour les initiés qui le croisent en backstage, la réalité est tout autre. Ils sont témoins de son calvaire physique, voyant un corps à bout de force qui le lâche, tandis que son mental d'acier refuse obstinément de rompre. L'inéluctable finit par arriver le 5 décembre 2017. Dans sa résidence de Marne-la-Coquette, Johnny tire sa révérence. C'est un séisme émotionnel qui traverse l'Hexagone. La France entière est tétanisée, plongée dans un deuil collectif sans précédent. Des millions de fans sont orphelins pleurant non seulement un chanteur, mais un bout de leur propre jeunesse. 4 jours après, Paris se fige pour des funérailles grandioses à la Madeleine. Tout ce que le pays compte de célébrités et d'artistes est réuni là, pétrifié dans le chagrin et les tenues sombres. Même les plus hautes sphères de l'État sont présentes, et au milieu de cette foule, Patrick Bruel apparaît les traits tirés par la douleur. Il tient un texte griffonné dans la fièvre d'une nuit blanche, écrit entre les sanglots et l'incrédulité de la perte. C'était un message personnel qu'il voulait garder secret par pudeur, mais l'entourage l'a pressé, insistant lourdement pour qu'il prenne la parole. On lui a répété qu'il était indispensable qu'il lise ces mots devant la nation, car c'était assurément la volonté du défunt. C'est ainsi que Patrick monte en chair la gorge serrée par l'émotion pour adresser un dernier salut vibrant à celui qui fut bien plus qu'un copain. Sa voix se brise, trahissant une peine immense et sincère, une détresse que nul acteur ne pourrait simuler. Les larmes coulent librement sur ses joues devant des millions de téléspectateurs bouleversés. Ce n'est pas l'hommage mondain d'une star à une autre, mais le cri du cœur d'un homme qui vient de perdre son mentor, son grand frère de substitution. Pourtant, à peine le cercueil parti, alors que les gerbes de fleurs embaument encore le parvis, une tempête médiatique d'une violence inouïe se prépare. La révélation des dernières volontés de l'artiste fait l'effet d'une déflagration nucléaire dans le paysage médiatique français. On apprend avec stupeur que David et Laura, les enfants aînés, ont été purement et simplement rayés du testament rédigé sous la loi californienne. Tout l'Empire, tant les droits moraux que le patrimoine financier colossal, revient exclusivement à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. C'est l'étincelle qui déclenche une guerre des clans impitoyable, déchirant l'image de la famille unie que l'on nous vendait. Ce conflit fratricide va tenir la France en haleine durant 2 ans et demi, les avocats se lançant dans une bataille judiciaire féroce et sans merci. La tempête médiatique s'abat sur le pays avec une violence inouïe transformant l'Hexagone en un champ de bataille où 2 factions s'affrontent sans la moindre pitié.
C'est au cœur de ce climat délétère, où chaque petite phrase se transforme en munition de guerre, que Patrick Bruel va poser un acte fort, une décision stupéfiante qui révèle sa véritable nature. Contre toute attente, il choisit son camp et s'engage corps et âme aux côtés de Laetitia Hallyday. Nous sommes en mars 2018 et alors que l'audience fatidique au tribunal de Nanterre approche à grands pas, l'atmosphère est devenue littéralement irrespirable. Laetitia, plus isolée que jamais, subit un harcèlement psychologique d'une intensité rare, frôlant l'effondrement nerveux. Sur la toile et les réseaux sociaux, la sentence du tribunal populaire est tombée implacable et sans appel, elle est clouée au pilori sous les huées de la foule. La presse à sensation avide de tirages la caricature cruellement en marâtre de contes de fées, la dépeignant comme une veuve noire manipulatrice ayant œuvré dans l'ombre pour déshériter les enfants du taulier. Devant ce lynchage public d'une violence inouïe, Patrick Bruel, qui assiste impuissant au désastre depuis sa résidence de Los Angeles, tire la sonnette d'alarme. Il regarde la veuve de son ami sombrer peu à peu et sa conscience lui interdit formellement de rester passif face à une telle détresse. Il décide alors d'opérer en coulisses et sollicite l'aide d'un de ses amis les plus influents, Mathieu Laine. Cet homme n'est pas un simple consultant, c'est le cerveau derrière Altermind, un cabinet de stratégie d'élite qui conseille les plus grands patrons du CAC 40 et les géants comme Amazon. Avec une gravité solennelle, Patrick lui dresse un tableau noir de la situation actuelle. Il insiste sur le fait que Laetitia est en danger de mort sociale et qu'elle a un besoin impérieux d'une expertise de haut vol pour redresser sa communication de crise. Elle est en train de se faire broyer par l'opinion publique, perdant non seulement la bataille de l'image, mais aussi ce qu'il lui reste de dignité. Mathieu accepte de relever le défi, et le geste est d'autant plus noble qu'il le fait bénévolement sans facturer 1 centime par pure loyauté envers Patrick. Il s'immisce alors dans les méandres du dossier, passe des heures à écouter Laetitia et travaille d'arrache-pied pour refondre totalement sa manière de s'adresser aux Français. Le soir du 15 mars 2018, date fatidique de la première audience, l'ambiance est électrique. Mathieu Laine figure parmi les rares privilégiés invités à la réunion de crise secrète avec l'état-major de Laetitia pour analyser la situation. Quand l'hebdomadaire L'Express dévoile cette information confidentielle, c'est un véritable coup de tonnerre qui résonne dans le tout Paris. La nouvelle est officielle, Patrick Bruel, l'intime de Johnny, prend fait et cause pour la veuve contre les enfants chéris, David et Laura. L'incompréhension domine chez les fans. Comment a-t-il pu trahir le sang de son frère de cœur en soutenant celle accusée de les avoir spoliés? Pourtant, sa vision des choses est diamétralement opposée, nourrie par ce qu'il a vécu dans l'intimité californienne du couple. À ses yeux, Laetitia subit une injustice flagrante, victime d'une curée médiatique orchestrée pour la détruire. Il connaît la vérité des huis clos, elle a partagé 22 ans de l'existence tumultueuse du rocker, apaisant ses angoisses et ses démons. Elle n'a jamais failli restant stoïque durant les traitements médicaux les plus lourds, lui tenant la main quand la terreur de la mort le saisissait. Elle l'a veillé avec dévouement jusqu'à son dernier soupir, et voir cette femme traitée de simple opportuniste révolte profondément Patrick. Face à cette iniquité, il choisit la fidélité, mais avec cette distinction qui le caractérise, il agit dans l'ombre, loin du vacarme des plateaux télé. Il refuse catégoriquement de s'épancher dans la presse ou de donner des interviews pour justifier son soutien. Hors de question pour lui de tirer la couverture à soi ou d'alimenter la cacophonie ambiante par des déclarations tapageuses. Il privilégie l'action concrète et l'amitié sincère, celle qui se prouve par des actes et non par des mots. Toutefois, cette prise de position courageuse l'isole et ne fait clairement pas l'unanimité dans le milieu du show business. D'autres monuments de la chanson, figures tutélaires du clan Hallyday, ont opté pour le camp adverse, creusant le fossé autour de Patrick. C'est notamment le cas d'Eddie Mitchell parrain de Laura qui déclare avec son franc-parler légendaire ne pas supporter l'idée qu'on puisse déshériter sa propre chair. Pascal Obispo se montre encore plus incisif, qualifiant Laetitia de pseudo-compagne et se dressant comme un rempart pour protéger Laura Smet. Même l'icône Françoise Hardy y va de son commentaire exprimant une compassion totale pour la douleur de David et Laura. Dans cette tragédie grecque moderne, chacun choisit son camp
et celui de Patrick est inébranlable. Il est aux côtés de la femme qui pleure son époux. Cette loyauté qui va à rebours de l'opinion générale a un prix, et les retombées ne se font pas attendre. La machine à rumeurs s'emballe, et certains médias peu scrupuleux inventent une liaison passionnelle entre Patrick et Laetitia sur les ruines du deuil. Mais ces fabulations de papier glacé ne résistent pas longtemps à l'épreuve des faits. Leurs cœurs sont engagés ailleurs et leur relation n'est rien d'autre qu'une amitié indéfectible et respectueuse. Il faudra attendre juillet 2020 pour qu'un accord vienne enfin sceller la paix armée sur l'héritage laissant derrière lui des blessures invisibles, mais profondes. De son côté, Patrick Bruel décide de transcender cette absence en rendant hommage à son ami, là où il se sent le plus vivant sur scène. Il intègre désormais à chaque concert le titre « J'ai oublié de vivre », un clin d'œil bouleversant à celui qui jugeait parfois son jeu de scène trop réservé. Suivant les conseils exigeants de Johnny qui le sommait de se lâcher, Bruel a métamorphosé ses spectacles en shows grandioses, comme guidé par l'esprit de son mentor depuis l'au-delà. Cependant, alors que l'on croyait l'apaisement revenu, le destin semble s'acharner encore une fois. C'est au cœur du mois de janvier 2026 que la fatalité a décidé de frapper une nouvelle fois, orchestrant des retrouvailles dramatiques sous le signe du feu. Un brasier d'une violence inouïe, digne des pires scénarios catastrophes, a ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades. L'ironie du sort est absolument glaciale, presque surnaturelle. En cette funeste journée, les luxueuses villas californiennes de Laetitia et de Patrick ont été réduites à néant, consumées par les flammes au même instant, comme si le destin s'acharnait. Totalement effondrée, Laetitia n'a pas pu contenir son immense chagrin, confiant sa douleur de voir partir en fumée ce havre de paix, ce sanctuaire intime où elle tentait péniblement de se reconstruire loin des regards. De son côté, Patrick, après avoir joué les piliers rassurants pour sa communauté, a dû se rendre à l'évidence face à la fureur des éléments. La nature a repris ses droits de la manière la plus cruelle qui soit. C'est son fils Léon qui a eu la lourde tâche de confirmer le désastre sur les ondes, la voix chargée d'émotions. La maison familiale n'est plus balayée par l'incendie, mais au-delà des pierres et des murs, c'est une véritable bibliothèque de vie qui disparaît. Des décennies de souvenirs d'objets sentimentaux et de traces du passé qui s'envolent à jamais en poussière. Au milieu de cet enfer incandescent, les deux anciens voisins se découvrent tragiquement, liés par cette perte symétrique, comme si une force invisible refusait obstinément que leurs chemins se séparent totalement. Nous sommes en décembre 2026. 9 longues années se sont écoulées depuis que la France a perdu son idole, laissant le monde du rock orphelin de son roi. En véritable gardien du temple, Patrick Bruel a tenu à marquer ce douloureux anniversaire avec une sobriété bouleversante, postant ces quelques mots qui résonnent fort 9 ans déjà. « Tu es toujours parmi nous ». Pour lui, l'oubli est inconcevable. Il ne parle pas seulement d'un ami, mais d'un guide de ce grand frère spirituel qui lui avait tendu une main salvatrice au Stade de France, à une époque où sa propre carrière menaçait de vaciller. En ce qui concerne ses rapports avec Laetitia, le pacte est désormais celui du silence et d'une discrétion absolue, loin des flashs et des curieux. Néanmoins, l'acte de bravoure qu'il a posé en 2018 reste gravé dans le marbre indélébile, preuve de sa loyauté. Alors que la veuve du taulier subissait un lynchage médiatique d'une violence rare, Patrick a choisi d'agir dans l'ombre, activant ses réseaux pour lui éviter la noyade sociale et émotionnelle. Il ne s'agissait nullement d'une trahison envers David et Laura, ni d'une prise de position dans cette guerre des millions, mais simplement d'un geste d'humanité pure envers une femme seule, face au monde. Il a écouté son cœur bravant, les critiques et l'incompréhension de certains fans pour rester fidèle à celle que son ami avait aimée jusqu'au bout. Pour Patrick, le véritable héritage de Johnny ne se compte pas en villa ou en compte en banque. L'essentiel est ailleurs totalement immatériel. Il réside dans cette énergie brute, cette fureur de vivre et ces mélodies qui traversent le temps sans prendre une ride. Chaque fois qu'il entonne « J'ai oublié de vivre » sur scène, il se transforme en gardien de la flamme, incarnant l'esprit du taulier pour un public toujours en deuil.
Aujourd'hui, partageant son existence entre Paris et la lente reconstruction de son fief californien dévasté, Patrick a tiré une leçon philosophique majeure de la disparition de son complice. Il a compris que l'existence ne tient qu'à un fil et que les guerres d'ego sont d'une futilité dérisoire face à l'échéance finale de la mort. Alors Patrick a-t-il finalement brisé l'omerta pour révéler un scandale retentissant? Absolument pas, la réalité est bien plus noble et élégante. Il n'y a aucune attaque basse, aucun secret d'alcôve livré en pâture à la presse. La seule véritable révélation est son refus obstiné de hurler avec les loups. En protégeant la veuve de son meilleur ami au cœur de la tempête, il n'a pas trahi Johnny, il l'a honoré de la plus belle des manières. Loin du brouhaha indécent des plateaux de télévision, cette fidélité silencieuse est sans doute ce que Johnny, pour qui la droiture était cardinale, aurait le plus apprécié chez son pote. Patrick Bruel a démontré par ses actes et sa retenue qu'il était, jusqu'au bout, un homme d'honneur, un ami constant, sur qui l'on peut compter quand tout s'effondre. L'épopée de Johnny Hallyday reste un témoignage vibrant de ce que sont la passion dévorante et la capacité de résilience face aux épreuves. Il nous a enseigné que l'adversité ne définit pas un homme, mais que c'est la volonté farouche de se relever encore et encore qui forge les véritables légendes. Au-delà des paillettes et de la gloire scénique, sa plus grande leçon demeure sa générosité légendaire, cette main tendue pour élever les autres comme il l'avait fait jadis pour Patrick Bruel. Finalement, les tumultes judiciaires de sa succession nous offrent un rappel poignant sur les priorités de l'existence. L'héritage le plus précieux n'est ni l'or ni la renommée, mais réside dans l'amour et les valeurs spirituelles éternelles que nous laissons fleurir dans le cœur de ceux qui nous survivent. Ya!